Bonsoir à tous. Je vous propose qu'on commence notre dernière table ronde. Merci pour ce soutien. Donc, avec Johanna Silva et Aurélien Bélanger. Donc, d'abord, merci à eux deux d'avoir accepté à la fois d'écrire, parce qu'ils ont chacun fait une petite contribution pour notre numéro annuel. Donc, on les en remercie. Et puis, d'être présents ce soir. Donc pour nous, c'était important de les recevoir parce que leurs écrits, en particulier les 2 livres qu'ils ont publiés l'année dernière, L'amour et la révolution de Johanna Silva et Les derniers jours du Parti socialiste de Aurélien Bélanger, rejoignent complètement en fait, les idées qu'on essaye de mettre en avant dans nos publications. Donc Johanna Silva, ce qui nous a particulièrement intéressé dans tes écrits, hein, donc, ce livre qui relate ta relation avec François Ruffin, mais qui met aussi beaucoup en avant finalement ce que c'est qu'être un militant, les rapports de domination qui s'exercent dans le militantisme, les rapports de domination qui s'exercent aussi dans la production du journal Fakir dans lequel tu travaillais. Donc finalement, ton livre questionne beaucoup aussi l'organisation du travail et les conditions concrètes dans lesquelles on évolue dans ces milieux politiques. Et ça rejoint pas mal de sujets qu'on développe dans Frustration Magazine. Toi, Aurélien, dans ton dernier livre, finalement, tu racontes à ta manière romanesque la construction de l'islamophobie du Parti socialiste, du gouvernement actuel qui en est issu, et de toute la sphère qui l'accompagne. Et donc ça aussi, ce sont des sujets qu'on développe pas mal dans Frustration Magazine. Personnellement, moi, dans le numéro annuel dont on fête aujourd'hui le lancement, j'ai écrit notamment un article sur le wokisme, donc où j'essaye un peu de comprendre d'où vient cette notion, parce que finalement, le terme wokiste, c'est un terme qui est apparu de manière assez surprenante, comme une espèce de qualificatif pour qualifier ce qu'on était nous, les gens globalement avec à peu près des idées de gauche au sens large, mais que nous n'utilisions pas. Qu'au départ, moi, personnellement, je ne comprenais pas ce terme. Le terme était employé exclusivement par des gens plutôt de droite, volontairement ou pas, mais qui globalement essayaient de qualifier quelque chose qui englobait tout un tas de situations sous ce terme wokisme. Donc j'ai essayé de réfléchir et de regarder d'où il venait ce terme-là, parce que les termes ne viennent pas par hasard. Il y a longtemps, on avait beaucoup les termes de bien-pensance, de pensée unique, qui étaient utilisés par la droite pour qualifier finalement tous les moments où médiatiquement les minorités ou les femmes pouvaient être défendues. C'était tellement insupportable pour les gens de droite que finalement, dès que les gens issus des minorités ou les femmes avaient un petit espace médiatique, alors qu'en général ils en ont très peu, ou elles en ont très peu, et bien du coup, qualifier ça de pensée unique, comme si c'était dominant, alors qu'à l'inverse, c'était l'exception. On a eu différents termes finalement qui rejoignaient exactement la même chose. On est ensuite passé au terme d'islamo-gauchiste. Alors, on sent que l'attaque est quand même un peu plus frontale. Et puis, depuis 2018, la première référence dans le monde, c'est en 2018, il y a ce terme wokiste. Wokiste qui finalement désigne toutes les revendications de gauche, finalement, dans le pays, en les englobant, comme si elles étaient toutes équivalentes, comme si elles étaient toutes menaçantes. Alors on aimerait qu'elles le soient plus, d'ailleurs, menaçantes. Donc finalement, l'objet de mon article, c'est de voir d'où vient ce terme-là, et en concluant que finalement, si
être wokiste, être woke, c'est s'opposer au racisme, s'opposer au fascisme, défendre l'émancipation, s'opposer à la misogynie, etc. Si tout ça constitue pour ces gens-là une menace globale, bah on peut s'affirmer complètement, effectivement, wokiste, et essayons de faire de leur cauchemar une réalité en effectivement nous coordonnant concrètement, en essayant de faire en sorte que toutes ces revendications se rejoignent, parce que ça n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que c'est une chimère ce qu'ils mettent en avant. Et essayons de le faire collectivement. Voilà. C'est un peu l'idée de cet article. Et ton travail Aurélien, apporte beaucoup dans la compréhension d'une manière romanesque qui la rend en plus ludique et agréable pour suivre un peu comment on a eu une évolution finalement de notre société où des gens se prétendant de gauche finalement ont eu petit à petit un tournant islamophobe et tu incarnes cette transformation par des personnalités bien concrètes issues de la réalité. Et ça m'amène à ma première question, qui est un point qui, malgré la grande différence entre vos deux écrits, vos deux parcours, etc., vous réunit d'une certaine manière, c'est que vous avez chacun utilisé une forme, je trouve, assez particulière pour vos deux livres. Parce que toi, Johanna, finalement, tu témoignes d'une réalité que tu as subie et que par cet écrit, bah, tu mets au grand jour, tu nous la livres. C'est un choix aussi politique, enfin, tu nous diras si c'est le cas. Tu poses ça sur la table, mais tu le poses d'une manière qui n'est pas juste un témoignage, c'est un récit. C'est-à-dire que tu décris les situations, par moments d'une manière romanesque dans le style. Donc je trouvais ça intéressant dans la forme. Et toi, Aurélien, alors, dans la continuité du reste de ton œuvre, l'originalité de tout ce que tu as pu produire, et ça, c'est la poursuite, ce dernier livre, de ce travail que tu fais, tu pars de personnalités, souvent en tout cas dans ton œuvre, de personnalités réellement existantes, et tu en fais des personnages romanesques. Et de cette manière-là, tu poses aussi un enjeu politique dans ton œuvre. Donc je voulais vous poser une même question à tous les deux, et je démarre par toi, Johanna. C'était de voir, est-ce que la forme qu'a pris ton écrit, est-ce que c'était une volonté initiale réfléchie pour qu'elle soit la plus utile, la plus efficace, la plus belle possible, ou est-ce que c'est venu comme ça au fil de ton écriture ? Ouais, je dirais un peu des deux en fait. C'est difficile de trancher parce que il y a, enfin, j'ai commencé à lire ton livre parce que je me suis préparée pour la table ronde et il y a une grosse différence, c'est que moi j'ai commencé, le matériau que je travaille, c'est ma vie et c'est beaucoup des souvenirs, des émotions, des sensations, et c'est ce que j'avais au début de l'écriture et qui à l'époque m'encombrait, je pense, et me déprimait. Et c'est un élan thérapeutique qui m'a d'abord poussé à écrire, et du coup, quand j'ai commencé à écrire, c'est venu très naturellement de re-raconter des scènes, de remobiliser des souvenirs, de remobiliser des sensations. Et je pense que ça vient donc à la fois de cette spécificité de quel était mon matériau. C'était ça mon matériau, c'était pas une idée préconçue ou une idée politique que je voulais défendre, c'était juste cette expérience brute dont je savais pas quoi faire. Et d'un autre côté, c'est que moi j'ai mon propre rapport à la lecture et à la politique. D'ailleurs, j'aime bien dire que j'ai un rapport sensuel à la politique. Ça m'a beaucoup plu la première table ronde sur le rapport au corps et aux émotions, parce que ça me parle beaucoup, dans le sens où j'ai beaucoup plus été mue par des récits, par des histoires, par mes propres émotions, des sentiments d'indignation, de colère, d'injustice, que par des bouquins de sociologie, même si je considère que c'est utile et que ça peut servir politiquement. Mais c'est vrai que moi, j'aurais pas pu imaginer
faire autre chose qu'un récit qui emporte la personne qui lit avec moi et qui me suit dans mes aventures. Ça fait un peu... Et bon, voilà. Et ça a été très naturel. Mais ce qui n'a pas été du tout naturel, par contre, et ça se voit dans la gêne que je ressens encore à être au centre de mes aventures, c'est le fait de dire « je » et de me placer comme le personnage principal de mon livre. Ça a mis pas... Au début, j'étais plutôt dans la description... dans une sorte de chronique, et c'est des amis qui m'ont relu et des gens qui m'ont relu qui m'ont aidé de plus en plus à recentrer les choses sur moi et à en faire un récit, vraiment un témoignage qui part de mes émotions et qui part de ce qui se passe dans mon corps. Maxime, c'est ça, il parlait de ce qui se passe à l'intérieur du corps, et j'ai vraiment travaillé ça. Je me souviens très bien être devant mon ordi à relire des phrases. Et c'est là où la forme est venue petit à petit, à relire des phrases en me disant non, ça sonne faux, il faut y retourner. Et j'avais vraiment l'impression de me re-rentrer à l'intérieur pour essayer de trouver la vraie chose que je ressentais et que le souvenir de ce que j'avais ressenti et de la reformuler de la meilleure manière possible. Et c'est en repassant des dizaines de fois comme ça sur certaines phrases que est venu à la fin finalement le discours politique ou la déconstruction des mécanismes de domination, etc., elle est venue en repassant dessus. Et je pense que la forme finale, elle s'est dessinée petit à petit. Et je pense que si j'écrivais encore aujourd'hui, si je rêverais de pouvoir réécrire mon livre et de pouvoir refaire une version, une V2, une V15, parce qu'il y a des trucs aujourd'hui où j'aimerais encore repasser dessus et j'aimerais avoir un autre regard dessus. Donc c'est un instantané à un moment, mais c'est une sorte de processus sans fin en fait, qui se retravaille tout le temps. Je ne sais pas si toi, tu rêverais de réécrire tes livres, Aurélien. Je suis curieuse de le savoir, s'il n'y a que moi ou pas. Et voilà. Merci. Et donc toi, Aurélien, la forme de tes écrits, finalement, depuis la théorie de l'information, ton premier roman, comment ça t'est venu? Est-ce que c'est un goût de ta part pour des personnalités en particulier, pour la volonté de décrire leur impact sur les transformations économiques, technologiques, sociétales de nos sociétés, ou si finalement, au fil de l'écriture, tu en es venu à avoir cette forme de travail littéraire que tu as poursuivi, mais qui, j'ai l'impression quand même, s'est accentué sur ce dernier livre, où là, on a vraiment une variété de personnalités assez large dans ton dernier bouquin sur le dernier jour du Parti socialiste. C'est venu complètement au hasard. C'était comme quand on est en classe de primaire, il y a toujours une frise chronologique qui traîne dans le fond de la classe pour situer les événements entre l'Antiquité, le Moyen-Âge et les temps modernes. Et prendre des personnages réels, ça me permettait d'avoir cette espèce de squelette. Je savais à peu près à quelle génération mon personnage appartenait, je savais à peu près ce qu'il faisait. J'avais fait ça avec Xavier Niel, parce que j'avais besoin de quelqu'un qui avait fait un peu d'argent dans le Minitel et un peu d'argent dans Internet, et qu'il y avait 3-4 comme ça candidats, et je l'ai pris lui. Honnêtement, un peu par hasard, c'était avant qu'il rachète Le Monde et avant quelques culbutes romanesques de sa vie. Et j'ai suivi un peu cette chose, mais ça s'est un peu radicalisé dans la mesure où maintenant, finalement, je l'ai fait dans quasiment mes 7 bouquins. Et ce sont, alors à une exception près, qui serait Stéphane Courby, mais parce que c'est quelqu'un qui est très invisible, mais c'est la personne qui détient Endemol et qui est derrière les succès de Love Story et d'Hanouna. Mais c'est quelqu'un qui est très... Je me dis, lui, il n'est pas public, mais il a tellement pollué mon imaginaire, il m'a été rendu tellement visible que c'est comme s'il était public. Lui, j'ai le droit. Mais sinon, ce sont des personnages publics. Et spécialement dans le dernier, parce que je me suis intéressé... Alors, j'avais un peu un personnage qui ressemblait à BHL dans un précédent roman, parce que l'idée d'un philosophe un peu guignol m'amusait. Et là, j'ai vraiment radicalisé. J'ai pris des philosophes de pur apparaître. Vraiment pour le gag, je trouvais ça rigolo que les 2 philosophes les plus connus de France soient probablement, sur l'échelle philosophique, les plus bêtes. Il y avait un gag en soi qui était intéressant de traiter, et surtout, à la rigueur qu'ils soient bêtes, c'était pas le problème, mais c'est qu'ils avaient un mode d'apparaître très obsessionnel. Alors à l'époque, c'est déjà un peu vieilli tout ça, mais
L'un d'eux, je ne sais jamais si je le cite ou pas, mais l'un d'eux était très présent sur Twitter et existait quasiment à l'état de troll, comme si en fait on l'avait tué, il n'existait plus que comme une sorte d'algorithme nocif qui invectivait les gens et qui disait connerie sur connerie, tout en assumant une sorte de glissando fasciste. Finalement, je pourrais, si les circonstances s'y prêtaient, à 19h59 voter pour Marine Le Pen, pourquoi pas, soyons fous, etc. Et il fallait que je réponde, en fait. Voilà, ça avait dépassé le côté c'est comme ça que j'écris des romans, etc. Là, ça m'était devenu insupportable. C'est vraiment physiquement, il fallait que. Alors, ça a totalement échoué, hein, rassurez-vous. Enfin, rassurez-vous, non, on peut le déplorer. Alors, le gag, c'est que la conclusion de tout ça, c'est que j'ai eu mon portrait dans la revue Franc-Tireur. Totalement nul, c'est assez décevant. Parce que, en fait, la déception de toute cette affaire, c'est que je m'en prends à quelque chose qui s'appelle le camp de la raison. J'ai subi des attaques, on m'a traité d'islamo-gauchiste, etc. Et les attaques étaient toutes un peu nulles intellectuellement. Donc voilà, le camp de la raison se défendait très très mal. Mais par contre, là où ils sont forts, et je dis quand même, ils sont malins, c'est qu'ils ont surjoué le côté nous sommes des intellectuels qui discutons, on se jette des gants, on ramasse les gants, tout ça est très théâtral, un peu grotesque. Et maintenant, je suis ainsi abonné à mon corps défendant, à Franc-Tireur, que je reçois dans ma boîte aux lettres toutes les semaines, depuis que j'ai eu un portrait méchant, évidemment. Donc là, voilà, il s'agissait de répondre à ces interruptions intempestives. Et comme le sujet du livre, c'était ces deux philosophes, et c'était aussi... Alors, je trouvais que c'était un très bon lieu romanesque, et c'est hyper compliqué de le raconter, mais je dis toujours que c'est un lieu romanesque, c'est l'affaire Charlie Hebdo. Comment est-ce qu'un magazine satirique s'est retrouvé dans la position qu'il occupe dans la France d'aujourd'hui? Et à partir de là, j'avais l'angle satirique. Et donc, comme c'était des personnages très grotesques, je pouvais les faire rentrer dans mon personnage, parce qu'il s'agissait de faire un roman satirique qui avait pour... un peu méta, qui avait pour sujet... Enfin, la clé de l'intrigue, c'est qu'est-ce qu'il était advenu à cet hebdomadaire satirique. Merci Aurélien. Du coup, on peut en venir au deuxième point que je souhaitais évoquer avec vous. C'est un petit peu les objectifs politiques, alors politiques au sens large, hein, de votre travail, parce que vos deux livres présentent des individus qui exercent une domination. Alors une domination culturelle, une domination politique, une domination institutionnelle, une domination sur le travail. Donc à vos manières respectives, vous présentez cela. Et du coup, en l'écrivant, mais pas simplement, j'imagine, pour le relater, c'est aussi peut-être pour essayer d'esquisser des voies d'une émancipation de tout ce que vous décrivez. Tu me regardes. Oui. Oui, d'abord, clairement, moi, c'est enfin, c'est très clair dans mon cas parce que ça commence par moi, en fait. Donc, moi, j'ai travaillé pendant 5 ans pour François Ruffin en ayant une relation vaguement amoureuse avec lui, ce qu'on appelle maintenant une situationship, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'en suis sortie, comme je disais tout à l'heure, je dis souvent que c'était à la fois les pires et les meilleures années de ma vie. Et du coup, en tout cas, je suis sortie extrêmement dépossédée de mon pouvoir d'action, on va dire ça comme ça, ou en dépression, c'est comme ça qu'on dit aussi. Et ça m'a beaucoup, enfin, je comprenais pas pourquoi, parce que je pensais dans Fakir, et au moment où j'ai rejoint Fakir, je pensais avoir enfin trouvé ma place et toutes ces années-là avoir développé mon pouvoir d'action. Donc je me retrouvais complètement détruite sans trop savoir ce qui s'était passé. Et en fait, le fait, moi, de me mettre à raconter cette histoire, ça m'a permis de réconcilier ma raison qui voyait bien que j'avais été dans une situation de domination, enfin, plutôt ma raison qui voyait bien qu'il y avait des situations de domination dans la société, qu'il y avait du sexisme, enfin, vous voyez de quoi je parle, quoi. Et mes émotions qui me foutaient par terre et qui se retournaient contre moi par le biais de la honte et de la culpabilité. Et en repassant, en racontant mon récit et avec la distance, avec ce travail d'y retourner, décortiquer, etc., j'ai compris
à quel point cette situation avait été une situation de domination et à quel point la domination était intériorisée. Et ça, je pense que c'est un ressort très fort de la domination, qu'elle soit intériorisée. Et je parle pour les femmes parce que c'est la situation que je connais, mais je ne serais pas étonnée que ce soit que ça touche toutes les personnes dominées. Mais en tout cas, c'est extrêmement fort et ça permet aux dominants de s'en foutre complètement et de se sentir absolument dans son bon droit. Et c'est quelque chose qu'il faut... Enfin, voilà. Du coup, à chaque fois que j'écrivais, j'avais des mini-épiphanies très régulièrement où entre 10h et 11h, j'avais l'impression d'avoir réglé tous les problèmes du monde en termes de domination masculine. Et c'est vrai que c'est des choses que j'ai voulu partager. Dans le livre, j'ai essayé d'intégrer En fait, le livre, il superpose à la fois le récit de des années Fakir, etc. Et il intègre des moments où c'est Johanna en train d'écrire qui raconte ce qui se passe pour elle. Ça y est, je me mets à parler de moi à la troisième personne, ça commence à être dangereux. Et du coup, ces petits moments-là d'épiphanie, de révélation, etc., c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec le plus de monde possible. Sûrement pour faire en sorte que... Pour économiser un peu de temps à d'autres, que ces révélations aient lieu un peu plus tôt dans la vie, ça serait pas trop. Et aussi parce que je pense... il me semble que quand quand les dominés prennent la parole, c'est toujours quelque chose de gagné pour lutter contre la domination. Ça va, je parle pas trop. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Je faisais une petite vérif, mais pas du tout. Super. C'est très bien. Enfin, je veux dire, on parle beaucoup de la domination dans les milieux de gauche bourgeois, mais les dominés prennent pas souvent la parole. Et moi, je suis dans le cadre de ma relation à François Ruffin, j'étais plutôt du côté d'être dominée. Je sais que c'est pas le cas de partout dans la société, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ne serait-ce que de se mettre à écrire, de tenir un stylo et d'être responsable de ce qu'on dit. D'être en capacité de s'exprimer, pour moi, c'est déjà un premier pas contre la domination. C'est un premier pas contre la domination intériorisée. Dans la domination, il y a le fait de faire taire les dominés, et le fait de parler, c'est déjà énorme. Et du coup, pour moi, que de plus en plus de personnes qui sont dans des situations où ils sont plutôt dominés prennent la parole, publient des livres, des articles, c'est une sorte de respiration, c'est un peu ma joie politique des dernières années, et c'est une respiration très forte parce que pour moi, je vais trop loin dans ma tête, mais pour moi, c'est vraiment genre une préfiguration de ce que je voudrais que soit la politique, c'est-à-dire des gens qui sont des sujets politiques qui œuvrent ensemble dans le soin et dans la responsabilité. Et c'est une première étape que pour devenir des sujets, s'exprimer et voir les autres s'exprimer, des gens qui nous ressemblent s'exprimer. Pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien quand j'ai lu des féministes, quand j'ai lu des femmes, quand j'ai lu des personnes racisées. Et j'avais juste... Oui, j'espère que mon livre est une pierre à cet édifice. Mais voilà. Ça marche, merci. Alors, toi, Aurélien, tu nous montres aussi de la domination intellectuelle, la construction, en fait, d'une hégémonie culturelle. C'est quelque chose aussi pour parler un petit peu de l'article que j'ai fait dans Frustration sur le wokisme. C'est intéressant de voir comment ça se construit et par quelle personne. Parce que c'est toujours des individus qui, à un moment donné, occupent certaines positions qui leur permettent d'imposer certaines idées. Donc typiquement, le wokisme, ce terme, comme je le disais en introduction, qu'on n'avait jamais entendu, sauf aux États-Unis, mais en France, ce n'était pas quelque chose qu'on employait. En France, c'est quelques personnalités bien identifiées. Mathieu Bock-Côté, par exemple, qui arrive en France dans les années 2010, il commence à publier dans le Figaro Vox, il commence après à être invité chez CNews. C'est l'un des premiers qui va utiliser
ce terme, suivi par le reste du Figaro Vox, Eugénie Bastier en particulier, donc d'abord par des figures de droite, puis par des figures se présentant comme étant centristes, voire plutôt de gauche, une essayiste comme Chloé Morin, des personnalités dont tu parles dans ton livre, même si tu n'en citais pas le nom tout à l'heure, comme Raphaël Enthoven, comme Éric Nolot, qui eux incarnent des personnalités qui se prétendent de gauche en défendant des idées de droite, permettent de cautionner aussi, de donner une assise en fait, idéologique à ce terme, et petit à petit, le terme diffuse dans toute la société médiatique. Et on a une domination qui s'exerce progressivement par l'utilisation de certains termes qui étaient totalement inconnus, ne serait-ce que quelques mois auparavant. Donc, j'essaye d'expliquer ça dans mon modeste article. Toi, dans ton livre, tu vas beaucoup plus loin dans tout ce que tu peux raconter, avec de nombreuses personnalités, comme je le disais tout à l'heure, qui traversent ton livre. Et du coup, où tu montres en fait comment ils arrivent à imposer finalement ce que j'appelais tout à l'heure le tournant islamophobe de toute une partie de cette bourgeoisie de gauche. Et ton livre, du coup, a une utilité politique. Alors c'est la même question, c'est de voir toi quand tu l'écris, est-ce que tu as cette vocation-là d'avoir cette utilité-là? Mais on a vu, et tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, que quand tu as écrit ce livre, que tu l'as publié, ça a été une sorte de pavé dans la mare. On a vu les réactions que tu évoquais, et tu continues, toi, finalement, ce qui était beaucoup moins le cas quand tu sortais tes précédentes œuvres, finalement, à devenir toi-même une sorte de personnage politique. Parce que tu défends des positions qui permettent à nos idées collectives d'avancer, comme quand tu as été invité encore récemment à la période des hommages à Charlie Hebdo, parce que tu as dit à la télévision, très peu de personnes osent le dire, et je ne suis pas sûr que tu sois réinvité d'ailleurs, je te le souhaite, mais voilà. Donc, comment tu vis, toi, en fait, ton positionnement par rapport à tout ça? Eh ben, c'est un reproche qui a été fait au livre et qui est un reproche qui est à la fois bien vu et sans objet, qui était le livre... Dans le pire des cas, on disait qu'il était un peu complotiste parce que je racontais un truc qui ressemblait au printemps républicain, avait quasiment à lui seul assuré la victoire du fascisme en France, avait détruit le Parti socialiste, mis Macron au pouvoir, puis Marine Le Pen, puis directement les nazis. Et comme disait que c'était déjà, alors ceux qui les ont connus me disent c'est quand même un peu exagéré l'importance de Bouvet, de penser que ce sympathique idéologue était un génie balsacien. Et on m'a dit qu'en fait le bouquin en fait avait un imaginaire de droite parce que ça racontait que des petits cénacles et que le monde social en était profondément absent. Il se trouve que c'était pas mon premier roman cette fois-ci, c'était mon 7e, donc je savais à peu près ce que je faisais. Et autant j'ai fait plein de bévues, j'ai laissé passer plein de choses, sans doute dans des romans précédents. Là, c'est vraiment en conscience que j'ai voulu raconter de l'intérieur la dégénérescence d'un certain type de sociabilité. Et c'est pas hasard si le livre, il y a une scène qui est très centrale dans le livre, qui est une scène de dîner en ville. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est pas un point de vue de critique pure, de pure satire d'un dîner en ville, c'est un dîner en ville en tant que j'ai été invité à des dîners similaires. Et donc c'est pas un hasard si je rentre dans cette affaire, parce que c'est aussi l'autocritique d'une certaine, on en parlait tout à l'heure, d'une certaine bourgeoisie de gauche, et ça m'intéressait plus, déjà parce que c'est mieux documenté, parce que c'est entre guillemets les miens, et c'est ceux que je connais le plus, et c'est beaucoup plus pernicieux absolument quand ça vient de là. Donc à la rigueur, l'absence de monde social, on pourrait même dire, en allant plus loin, l'absence de lutte des classes, elle est presque constitutive de cette pensée profondément centriste, et j'ai un peu senti le vent du boulet de moi-même. Alors je l'ai senti en plusieurs fois, mais un jour j'ai été invité à un événement, c'était pas intitulé comme ça, mais le titre c'était peut-être l'artiste, un auto-entrepreneur comme les autres, raconter de la précarité à l'émancipation, raconter comment vous faites des factures, comment vous faites des conférences, et comment c'est un modèle un peu enviable du chauffeur Uber au livreur Deliveroo, quoi. Il y avait vraiment, bon, c'est anecdotique, mais je me suis retrouvé un jour, sans y prendre garde, à manger à l'Élysée, sous le quinquennat de François Hollande. Et donc je me voyais un peu moi-même accéder à un... Mais en fait,
manger à l'Élysée, ça va. Le pire, c'est d'être invité à des dîners mondains. Après, le risque inverse, parce que moi, je me suis beaucoup construit dans un monde où les grandes figures artistiques étaient des provocateurs. Ça a culminé avec Houellebecq. Alors, il se trouve que mon premier livre était même consacré à Houellebecq, donc c'est un cas que je connais bien. Alors, et de façon très bizarre, les provocateurs, ce qu'on appelle les provocateurs, c'est ceux qui se retrouvaient invités partout, en fait. Il n'y avait aucun problème. Et je cherchais une posture, c'est comme si je cherchais une posture littéraire, il s'agissait d'être un peu impoli. De faire quelque chose où j'étais moins invité. Il se trouve que la seule fois, je suis pas très bon à la télé, la seule fois où j'ai fait une bonne émission de télé, c'était sur LCI en septembre, tout début septembre. J'ai pas été réinvité. C'était la seule télé que j'ai fait, alors que d'habitude j'en fais un peu plus. Et c'était la même journée, c'était le jour de la rentrée, ça devait être tout début septembre ou fin août, et c'était la rentrée aussi de Caroline Fourest, je me souviens, c'était marquant, parce que les gens avaient remarqué le contraste. Elle avait été accueillie par Pujadas. Vous nous avez manqué, calmons-nous. Enfin, c'était que l'été, quoi. C'était juillet-août, et c'était vraiment Caroline, ça fait vraiment du bien, etc. Et d'ailleurs, Caroline Fourest est accidentellement un peu à l'origine de ce livre, parce que j'étais tombé sur des propos totalement délirants qu'elle avait tenus sur l'islamophobie, justement, où il disait pas que l'islamophobie n'existait pas, ça on connaît, c'est un discours très rodé qui tourne beaucoup. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a des milieux, par exemple, on voit que ce soir on peut parler d'islamophobie, point. Il y a énormément de gens, si je vais à la radio, dans d'autres médias, il faudra expliquer l'islamophobie, voilà. Enfin, c'est comme si c'était un terme qui était compliqué à utiliser. Caroline Fourest faisait totalement l'inverse, elle expliquait, c'est une vidéo qu'on peut trouver, tous les malheurs de notre monde viennent d'un seul terme. Ce terme, si on arrêtait de l'utiliser, tous les malheurs du monde disparaîtraient. Waouh, c'était islamophobie. Voilà. Genre, si on n'utilise plus l'islamophobie, le monde est guéri de tout. Waouh. Donc, c'était tentant d'aller regarder de plus près quand même. Donc, donc, je suis allé un petit peu regarder. Mais c'est ma passion un peu romanesque. J'aime bien les intellectuels un peu miteux, qui sont pas très forts. Mais par exemple, je sais que je ne prendrais pas le risque d'aller à la télé avec Caroline Fourest. Je pense que je me ferais atomiser parce qu'elle est très clairement meilleure que moi dans l'exercice. Mais bon, c'était amusant de la ridiculiser et de raconter vraiment. En fait, bizarrement, moi je me suis jamais senti autant un romancier marxiste qu'en gommant volontairement les classes populaires, ou en les caricaturant, ou en tout cas les sortant du livre, parce que ce n'est pas le sujet, en fait. Et on voit bien, je me suis amusé à ça, la relecture, alors c'est un vieux sujet de polémique, moi ma théorie c'est que c'est pendant 30 ans, le cadavre dans le placard de la gauche, c'était mai 68, et il me semble que depuis 20 ans, le truc qu'on ressort tout le temps, c'est le rapport Terranova. Et donc je me suis amusé, le rapport Terranova est très central dans le bouquin, mais ce qui m'intéresse, au-delà de la stratégie Terranova, le rapport Terranova, c'est l'usage politique qui en est fait. Et Terranova, c'est un mot, alors comme wokisme, c'est un mot qui est plus dans la bouche de Génie Bastier ou de Bock-Côté que du côté de la gauche qui l'a dépassé, qui passait autre chose, etc., mais qui dit toujours la gauche qui a abandonné les ouvriers, Terranova. Et on voit des bourgeois à la télé idéaliser une sorte de classe populaire dont la gauche serait détournée au profit des minorités, etc. Enfin, et on voit en fait que c'est une classe populaire totalement mythifiée. Et ça m'amusait de raconter. Enfin, ça m'amusait. C'était intéressant d'aller raconter de l'intérieur comment cette fabrication avait eu lieu. Merci. Alors, dernière question. Ce numéro annuel, son thème, c'est comment tenir. Alors, pour tenir, il faut aussi avoir un petit peu des espoirs, de possibilités meilleures pour l'avenir. C'est vrai que quand on lit vos deux livres, on est aussi un petit peu accablé par la réalité que vous décrivez, par la médiocrité de certains des personnages qui sont dans vos livres, appartenant au personnel politique qui, de manière très différente, François Ruffin n'ayant jamais accédé au pouvoir mais souhaitant ardemment le faire, de plus en plus ardemment, le Parti socialiste ayant lui gouverné régulièrement et aspirant à nouveau le faire. Bon, personnalité que vous décrivez, on voit que c'est un petit peu compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font quand même encore espérer dans le personnel politique ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à tirer de ce monde-là ? Nous, c'est une question qu'on se pose souvent à Frustration Magazine. On est tous d'anciens militants politiques qui avons un petit peu abandonné ce côté-là de la lutte, on va dire. Johanna ? Ouais. Il nous a envoyé les questions avant et j'ai juste... quand je les ai un peu préparées, j'ai écrit non en dessous. On ne peut plus rien attendre du personnel politique. Et bon, non, mais ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que
je pense oui qu'il faut complètement arrêter de remettre nos destins entre les mains d'un petit groupe de personnes, voire d'un homme. C'est souvent un homme, d'une sorte de leader charismatique qui est censé nous sauver. Je l'ai moi-même fait, et je l'ai moi-même ressenti, cette envie, ce besoin que quelqu'un nous prenne en main, que quelqu'un nous sauve. Et là, je pense qu'il faut arrêter. Enfin, ça, personne nous sauvera. De toute façon, c'est même complètement inhumain d'attendre de quelqu'un qui puisse sauver un pays, sauver la gauche, sauver les services publics. Donc je pense que c'est pas la bonne attitude d'attendre quelque chose du personnel politique, d'autant plus que c'est un truc qu'on dit souvent, mais que pour arriver à cet endroit-là, il faut déjà être un peu fou, ou si on n'est pas déjà fou, ça nous rend fou. Je vois Nicolas qui hoche la tête, on s'est connus à l'Assemblée nationale, et je pense que tous les deux, on a vu à quel point on pouvait ça déconnecte, y compris nous-mêmes, hein, je veux dire, c'est pas du tout... En fait, c'est vrai que pour rester sain d'esprit, il faut partir, en fait. Donc, le personnel politique en place est pas souvent... bref, je n'irai pas plus loin. Mais de toute façon, moi, je pense que cette attitude d'espoir envers qu'on remet à quelqu'un, de toute façon, déresponsabilise et nous dépossède quelque part de notre pouvoir d'action. Et que là, il s'agit de ce que je disais tout à l'heure, d'agir, que tout le monde agisse. Évidemment, après, j'ai pas la grande solution. Il y a 1000 manières d'agir, il y a 1000 manières de faire, et il y a aucun souci pour. Et si c'est se mettre dans un parti ou se présenter comme troisième adjoint à ces élections, aux prochaines élections municipales, pourquoi pas? Moi, le vote, ce que je dis tout le temps, c'est que ça rapporte pas beaucoup, mais ça coûte pas cher. Et que je préfère, si demain Mélenchon est au pouvoir, je serais quand même contente, faut pas déconner. Mais plutôt que Le Pen, on va dire. Mais j'ai aucun. Mais quand bien même on arrive à enfin, l'histoire nous le dit, quoi. Quand bien même on arrive à mettre des gens de gauche au pouvoir, il faut jamais s'arrêter de militer, il faut jamais s'arrêter de pousser, il faut jamais s'arrêter de manifester. Ou si on n'a pas le temps, si on est fatigué, il faut jamais s'arrêter de prendre soin des gens qui nous entourent, de lutter dans sa famille, avec ses amis contre les dominations qui nous habitent, etc. Ça peut prendre 1000 formes. Mais c'est chez chacun que ça se passe, en tout cas. Merci, Johanna. Et alors toi, Aurélien, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai été frappé récemment parce que je suis tombé sur des vieilles vidéos d'un écrivain que j'aimais bien au début des années 2000, alors qu'il était très problématique, qui était Maurice Dantec. Et en parallèle, j'ai entendu le projet post-génocidaire de Trump à Gaza, mais j'ai surtout lu le papier dont on dit qu'il l'aurait inspiré, cette espèce d'utopie, de techno-utopie délirante d'un idéologue qui s'appelle Curtis Yervin, qui imagine que les Palestiniens quittent Gaza, mais deviennent actionnaires de Gaza, mais bon, aussi les Israéliens un petit peu, faut pas déconner, parce qu'ils ont quand même participé à l'amélioration de cette future Riviera, et qu'on va fabriquer une sorte de techno-État sur le modèle de Singapour, qui sera possédé par des crypto-monnaies à travers le monde. Texto, j'avais lu cette chose chez Dantec 20-25 ans plus tôt, et Dantec, il appartenait dans ses meilleurs moments au courant cyberpunk, qui avait donné des grandes utopies libertariennes dans les années 80, qu'avait notamment écrit William Gibson avec Neuromancer. C'est des choses que je connaissais par cœur et qui arrivent dans le bureau ovale 40 ans après. Alors je dis pas que c'est mécanique, que quand on écrit un livre bon, il finit sur le bureau, parce que il y a eu aussi, de façon plus malheureuse pour la France, un livre totalement fasciste qui s'appelait Le Camp des Saints, qui s'est retrouvé sur la table de nuit de Marine Le Pen et Jordan Bardella, et qui se sont dit en fait c'est pas mal, on dirait des migrants, cool, on pourrait peut-être les rejeter à la mer, c'est cool. Il y a quelque chose qui s'est joué là sur le rapport à l'utopie. Là c'est vraiment des utopies, donc c'est des utopies à base de crypto-monnaies, d'abolition de l'État, etc. Et la gauche se retrouve doublement cornérisée par rapport à ça et ne sait pas quoi faire avec le moment où ses forces se déchaînent,
pour plein de raisons, mais l'une des raisons, c'est que cette critique de l'État, pour une part, elle peut s'y retrouver, en fait. Donc il y a un dépassement de l'État, etc. Et elle se retrouve à jouer une sorte de petit jeu d'État-nation souverainiste. On va protéger nos services publics, on va peut-être mettre plus de douaniers, on va, voilà. Et la gauche se retrouve totalement, quasiment ridiculisée par des technopuissances qui vont utiliser le nationalisme quasiment pour la saboter sous ses pieds. Et je me suis dit, voyant ça, à la fois, on est totalement perdu, parce que qu'est-ce que la gauche peut réinventer par rapport à ça? Et je me suis souvenu quand même que mes petites utopies cyberpunk, elles sont assez tardives, et que sans aller... Enfin, tout le 19e siècle est écrasé par des utopies. Donc les plus célèbres sont le communisme, évidemment, mais pour les plus droitiers d'entre eux, on pourrait se souvenir du saint-simonisme, etc. Il y a une production massive d'utopies, et le devoir profond des intellectuels aujourd'hui, c'est de refabriquer des utopies, mais pas des utopies en mode on réfléchit à un monde machin, vraiment des utopies pas où on réfléchit à une utopie en fait, où on invente vraiment des choses qui seraient désirables. Et moi en fait, si je fais la liste des choses qui sont désirables dans ma tête, c'est l'abolition des États, l'abolition des prisons, l'abolition de la police, enfin voilà, des choses qui sont extrêmement hors de portée politiquement, mais qui vont à la fin coaliser. On peut rêver d'un monde où l'argent a disparu. C'est ce hiatus entre, effectivement, c'est totalement impossible aujourd'hui, mais si on n'a pas ce réservoir de pensée où on va très très loin, parce que là, en fait, on est à un moment où l'extrême droite libertarienne américaine va vraiment très très loin et va aller encore plus loin. Et si on ne peut que lui opposer comme l'a fait, c'est pour ça, moi je suis autant moqué du printemps républicain, c'est que le printemps républicain va lui opposer la gauche au mieux, hein, c'est pas ça, mais soyons gentils avec eux, vont lui opposer la gauche de Jaurès ou les hussards noirs de la République qui vont lutter contre l'islamisation des banlieues, etc. Alors que la droite totalement décomplexée, qui joue à fond le choc des civilisations, qui pense que demain c'est la croisade, etc., bizarrement, je ne dis pas qu'elle a des outils pour penser le monde de demain, mais il y a une sorte de frénésie intellectuelle qui la saisit, à un tel point, et c'est pour ça que c'était intéressant que je re-regarde ces vidéos de Dantec, parce que ouais, c'est un auteur que je lisais quand j'avais 20 ans, je ne suis pas sûr si j'avais 20 ans, même pas par provocation, mais par enthousiasme délirant, oubliant totalement le racisme du projet, que je me retrouve d'enthousiasme dans cette espèce de délire post-humain à la masque. Et je pense que c'est l'une des clés, du retour de Trump au pouvoir, en fait. C'est qu'il a chopé quelque chose qui dépassait très largement les affects des petits blancs malheureux qu'il avait élus une première fois, et qui regardait une sorte de délire masculiniste généralisé, etc. Et pour pas être sur quelque chose d'absurdément pessimiste, il y a quelque chose qui s'est passé sous nos yeux à partir de MeToo ces 5 dernières années dans nos pays, une vraie bataille gagnée. Alors il y a un backstage qui est extrêmement violent. Une vraie bataille gagnée, ça a été la question du féminisme. Ça a été la réouverture de la question du genre, qui est pour le coup une boîte qui ne se fermera plus. Et ça nous ramène là pour le coup à un peu des techno-utopies cyberpunk, parce que la question du genre, elle était très travaillée dans ces romans où les personnages sont très fluides d'un point de vue sexuel et d'un point de vue racial, qui est pas du tout le sujet de nos libertariens d'aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui joue. Et ma crainte, en fait, ma crainte face à la gauche française, c'est qu'elle manque de radicalité, qu'elle est très largement oubliée, par exemple. Alors c'est compliqué à faire, hein, mais qu'elle est très largement oubliée l'internationalisme. Enfin, il y a des sujets qui sont tombés, mais quand des gens qui ne croient plus, parce qu'en dernier lieu, ce que nous disait cette histoire de Gaza, c'est que ces gens ne croient plus au territoire, ces gens ne croient plus au pays, et quand nous, on se bat avec quelque chose auquel l'adversaire ne croit plus, on va perdre fois 1000. Donc c'est des réflexions un peu dans le désordre et confuses, mais il se noue quelque chose dans le chaos actuel qu'il faut regarder précisément. Merci Aurélien, merci Johanna pour cet échange. Merci à tous. Merci à tous d'être venus nombreux. N'hésitez pas, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à acheter notre numéro qui n'est pas facilement accessible, hein, vu le monde qu'il y a, mais là ça va un petit peu se libérer. Vous pourrez l'acheter, ce nouveau numéro annuel, et qui par ailleurs, depuis aujourd'hui, est disponible
dans une très grande partie des librairies de France. Merci à tous. Merci. Je voulais juste rajouter que, comme vous le voyez, cette rencontre a été filmée, donc ça sera retransmis sur YouTube prochainement, si vous voulez le partager avec vos amis, avec vos parents, avec vos tontons racistes, etc. Et vous dire également que on était très heureux de vous voir si nombreux ce soir, que c'était hyper encourageant, et que là, dans les 10 jours qui vont venir, on va vous faire une série d'annonces sur la suite pour Frustration Magazine, parce que voilà, on a décidé d'évoluer de plein d'aspects, grâce à votre aide et votre enthousiasme. Donc merci encore d'être venus. Merci à nos invités d'avoir été si chouettes et d'avoir dit les termes. Et vraiment, voilà, merci au Lien qui Libère pour ce super partenariat et merci au Point éphémère. Merci à tous, vraiment.